Et Yannick, vous êtes donc député et vice-président de la Commission des Affaires sociales. Et vraiment, merci d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui au Café Nil. Vous avez dressé un constat qui est un constat sévère sur l'état du système de santé. Et je crois que toutes les personnes sincères peuvent y retrouver beaucoup de choses qu'on pense. Il y a un fond d'inquiétude qui est extrêmement important pour tous les acteurs. On voit également la façon dont se passe un certain nombre on va dire, de négociations, en particulier les négociations conventionnelles. Il y a beaucoup de choses autour de tout ça. Dans le pays, il y a une inquiétude des citoyens aussi sur la façon dont on peut trouver un accès aux soins. Il y a une inquiétude également sur la formation des jeunes professionnels. Il y a eu encore quelque chose qui est paru dans le quotidien du médecin hier. Et vous avez bien voulu nous donner votre avis par rapport à tout ça. Et je vous passe la parole avec un immense plaisir. Est-ce que, Bah, écoutez, juste avant que vous commenciez, est-ce qu'on peut couper les caméras et couper les micros? Ton micro est coupé, Olivier. On vous entend pas. oui, bonjour à C'est bon, tous. super. C'est bon? Ah, d'accord, j'attendais le go. Bah, écoutez, bonjour à tous. Merci de m'inviter pour ce café virtuel, dont j'entends qu'il sera bientôt de nouveau au présentiel. Donc, je viendrai en présentiel avec beaucoup de plaisir une prochaine fois. Bah, écoutez, je ne sais pas, peut-être me présenter. Donc, Yannick Noder, moi, je suis, entre guillemets, un nouveau député, puisque je suis député que depuis juin 2022. Je suis cardiologue. Que j'exerce toujours, alors à temps partiel hein, maintenant, puisque j'exerce plus que le lundi, 20% de mon temps, mais ça fait 30 ans que je suis au CHU à Grenoble en tant que cardiologue. Je m'occupe de la greffe cardiaque essentiellement. Et donc, je suis député depuis le mois de juin et je suis vice-président de la commission des affaires sociales. Et donc, effectivement, je m'implique beaucoup sur les questions de santé. Enfin, il y a beaucoup de bruit autour de moi, voilà, ils vont fermer les portes, pardon. Et bah, écoutez, la situation, elle est malheureusement comme on la connaît. Je crois qu'elle n'épargne aucun de nous et aucun des systèmes. J'ai découvert avec Sainte-Horreur le PLFSS, qui est un outil complètement désuet, qui est un tableau programmatique, qui est un tableau Excel où on a un prisme uniquement que financier de la santé, sans aucune vue pluriannuelle. Donc, je pense que déjà, on a un outil pour parler de la santé en France au niveau du Parlement qui n'est plus du tout adapté, hein, qui date de 1995, qui avait été mis à l'époque par un gouvernement de droite, mais qui ne correspond plus du tout à l'actualité maintenant. Après, on a un système complètement schizophrène, c'est-à-dire si vous bougez une colonne de ce tableau, et ben, si vous bougez la colonne de la ville, vous prenez à l'hôpital, si vous prenez à l'assurance maladie, vous diminuez à la vieillesse. Enfin, c'est quelque chose de complètement schizophrène. Et c'est surtout que c'est quelque chose qui est très insincère. Alors budgétairement, parce que naturellement, on a des problèmes qui ne suivent pas l'inflation, on a des données de départ qui sont fausses, puisqu'on a bien revu encore les taux de croissance et l'inflation qui a été mise pour calculer ces dépenses était insincère. Donc il y a une insincérité budgétaire et politique. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? C'était l'objet de ma tribune du week-end de Pâques. C'est qu'on voit que c'est en train de craquer partout. Alors l'hôpital public, je crois qu'on le sait tous, les grandes difficultés que nous avons. Moi, je suis toujours hospitalier avec les nombres de lits fermés et autres. On a des problèmes en ville, d'une façon générale, l'offre de soins, les déserts médicaux, je vous redonne quelques chiffres, 87% du territoire national est un désert médical, donc je crois que ça n'épargne plus personne. Et puis là, le dernier, entre guillemets, petit coup, c'est de tailler un peu le système privé. Non pas, moi je suis hospitalier, je suis public, mais le fait de tailler aussi le privé fait que globalement, on a 50 à 60% de nos établissements publics qui sont en déficit. Et les prévisions du fait des tarifs qui sont donnés pour le privé va faire que 70% des urgences privées, des cliniques privées vont être déficitaires. Et je pense qu'il y a un grand risque de décrochage parce que autant
l'hôpital public et les structures publiques en général qui correspondent finalement bien à l'état de finances de la France, en fait, mettre le déficit sous le tapis, on creuse le déficit dans l'établissement, sauf que le secteur privé ne pourra pas se le permettre. Et j'ai très peur que des pans d'activité, par exemple, moi je suis député d'une circonscription relativement rurale en Isère, je suis député de l'Isère, et bien la seule structure d'hospitalisation que j'ai sur mes 150 000 habitants de ma circonscription, c'est une structure privée. Et si demain elle est déficitaire, ce n'est pas un grand groupe, hein, c'est une petite structure, ils ont 3-4 cliniques. Si demain ils sont déficitaires, c'est une activité qui peut s'arrêter et en fait, on n'a aucune capacité de récupérer cette hospitalisation dans le public, puisque les structures les plus proches, qui sont l'hôpital de Vienne ou l'hôpital de Bourgoin ou encore un peu plus loin l'hôpital de Lyon ou de Grenoble, sont complètement déjà saturés. Donc, attention au maillage territorial sur l'hospitalisation, qui est un vrai sujet. Et puis, je crois que, moi, j'ai beaucoup dit, c'était l'objet de ma loi de décembre, je pense qu'on a un problème numérique en santé, numérique de nombre de professionnels de santé, que ça soit médicaux ou paramédicaux. J'ai déposé une loi qui a été votée en décembre, on va voir si le gouvernement s'en saisit. On forme le même nombre de médecins qu'en 1970. Ça fait toujours un drôle d'effet quand je dis ça. On dit tiens, il s'est trompé dans ses fiches, hein, j'ai pas de fiches. Non, c'est bien 1970. On en forme à peu près 10 000. 10 000 passent en deuxième année. Donc, ça ne veut même pas dire que ça sera 10 000 hein, qui exerceront. C'est le chiffre des années 70. Alors qu'on est 15 millions d'habitants en plus, que le vieillissement de la population est important avec une polypathologie, et puis surtout que le rapport au travail des professionnels de santé a complètement changé, puisque globalement, pour un professionnel de santé, un médecin qui s'arrête, il en faut 2,4. Donc tout ça n'a pas du tout été anticipé, alors quels que soient les gouvernements successifs, hein, je n'ai pas de racisme politique là-dessus, mais par contre, là, on ne pourvoit même pas les départs en retraite, hein, on en est quand même là. Donc on n'est pas prêt d'améliorer les déserts en santé numériquement. Et puis, le deuxième sujet qui avait été finalement mis en lumière par le choix d'Olivier Véran de faire de la médecine esthétique, qui n'est pas mon sujet. Hein. Moi, même si on est dans le même hôpital, moi, il fait ce qu'il veut, ce n'est pas le problème. C'est que ça lève un autre questionnement, c'est que c'est la revalorisation des actes, que ça soit notamment pour les libéraux, parce que globalement, une consultation à 26,50 €, une prise de sang à domicile pour une infirmière à 6,80 €, absence de revalorisation, notamment chez les infirmières depuis 2009. C'est un leurre de penser que tout ça va continuer comme ça. Il faut qu'un médecin généraliste fasse 11 consultations plutôt qu'une injection Botox, qui est revalorisée 300 €. Alors là aussi, je n'ai pas de problème avec le Botox, hein, je ne suis pas sur mon cheval blanc et tout ça. Et je pense que de deux points de vue, il y a des besoins qu'on peut comprendre des patients. Il y a aussi beaucoup d'effets de mode, les réseaux sociaux, les influenceurs. Mais bon, les gens font ce qu'ils veulent s'ils veulent se faire, entre guillemets, injecter. Le problème, c'est que là, on a vraiment un grand voile sur tout ça. Le Conseil national de l'ordre dit qu'il y aurait à peu près 9 000 médecins qui pratiqueraient la médecine esthétique, qu'il faut complètement différencier de la chirurgie plastique. Hein. La chirurgie plastique est une vraie spécialité chirurgicale qui vous permet de réparer les dysmorphismes faciaux, de réparer les tumorectomies post-chirurgie du sein, de reconstruction mammaire. Donc ça, je ne les mets pas du tout dans le même sujet. Mais si on regarde la médecine esthétique, et je ne suis pas focus sur la médecine esthétique, mais on a des médecins qui la pratiquent avec des diplômes. Bon, bah là, il faudra évaluer et voir. Il y a des médecins qui la pratiquent sans diplôme. Il y a des paramédicaux qui la pratiquent également sans diplôme. Et là, on commence à rentrer dans l'exercice illégal de la médecine. Il y a eu 123 plaintes au Conseil national de l'ordre en 2023. Et puis, il y a des gens qui sont, moi, je les appelle les charlatans, je les ai appelés comme ça hier sur BFM, qui vous font des injections sans aucun diplôme, dans des conditions d'asepsie très limites, avec des catastrophes. Donc, je pense que mon rôle de législateur, c'est de lever le voile sur tout ça, de ne pas stigmatiser la médecine esthétique, mais de dire que le seul message politique envoyé ces dernières semaines, c'est pas haro, le système public, le système privé s'effondre.
en hospitalisation en libéral, partons tous faire de la médecine esthétique grassement rémunérée. Parce que je pense quand même que si on revalorisait mieux les actes des médecins et des paramédicaux, il y aurait davantage de gens qui resteraient dans leur filière. Parce que je crois que quand on a 18 ans, on décide après le bac d'embrasser une carrière de santé, ce n'est pas le rêve d'aller faire des injections de Botox. Et on voit bien que moi, j'ai rencontré pas mal de copains, copines qui sont installés en ville, qui font un peu de Botox en me disant, bah, nous, ça nous permet de souffler un peu, c'est un après-midi un peu moins lourd, mieux rémunérateur. Donc ça, je peux l'entendre aussi. Mais peut-être qu'il faut aussi mieux revaloriser les actes. Et cette discussion tombe bien, je l'ai bien fait tomber aussi au bon moment de l'agenda parlementaire, parce qu'il y a des discussions sur la revalorisation des actes, et il faut faire attention aussi, tout à l'heure ça a été évoqué, de mettre, c'est à nous aussi députés, de mettre les sujets sur la table et de ne pas laisser que le gouvernement nous amuser sur des sujets. Vous avez parlé tout à l'heure de la discrimination capillaire. On a eu les dysménorrhées la semaine d'avant, et je n'ai rien contre les dysménorrhées, c'est un vrai problème médical, mais faut-il que ça soit l'Assemblée nationale qui règle ce sujet? Donc il faut faire attention. On a eu la constitutionnalisation de l'IVG. Attention, il y avait un peu de protection et de droit, de liberté des femmes, il y avait beaucoup de politique. Attention aussi avec la fin de vie qui arrive, qu'on n'amuse pas les Français et le monde médical, paramédical par des sujets sociétaux qui n'en sont pas complètement des vrais sujets par ailleurs, ce qui nous évite globalement de ne pas parler des choses qui fâchent, qui sont par exemple comment on va trouver 20 milliards l'année prochaine quand on n'est déjà pas capable d'en trouver 10 cette année, voire même 50 dans l'année N+2, alors que c'était l'objet de ma tribune dans le Figaro du week-end de Pâques, sans toucher globalement à la santé des Français. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres secteurs à regarder budgétairement, plutôt que, que la santé des Français soit la variable d'ajustement du budget de l'État. Qu'on regarde les fraudes, moi, je n'ai pas trop de problème avec ça. Qu'on regarde les transports, pourquoi pas, effectivement, quand on est capable de prendre sa voiture pour aller en vacances, on peut peut-être prendre sa voiture pour aller voir un professionnel de santé, je l'entends. Attention quand même pour tous les patients en chimiothérapie, radiothérapie, en dialyse. Donc quand on touche le secteur du transport, attention que la hache tombe correctement. Et puis quand on commence à toucher les affections longue durée, je dis warning parce qu'on a beaucoup de choses qui arrivent d'en haut, avec finalement sur le territoire ou sur le terrain des patients qui sont en bout de chaîne. Et j'ai bien vu que naïvement, la tutelle au sens large pensait que quand on était en ALD, on avait 100% de ses frais qui étaient couverts. Ils n'avaient pas vu le sujet que, par exemple, quand vous êtes en ALD mais que vous avez des dépassements d'honoraires, l'ALD ne vous prend pas en charge. On a calculé les restes à charge pour les patients. On a quand même des chiffres inquiétants. On a 1% des ALD qui sont à plus de 5 000 € de reste à charge par an sur leurs soins. On en a à peu près 30% qui sont à plus de 1 500 €. Donc attention, avec des déremboursements aussi importants sur d'autres secteurs, des déremboursements dentaires, par exemple 500 millions qui ont été pris dans la poche des patients avant l'été, où on nous répond mais il y aura les mutuelles. Attention, 3 millions de Français n'ont pas de mutuelle, 50% des gens ont renoncé déjà à des soins dentaires. Donc il faut faire attention, la santé est vraiment en danger. Toujours comme d'habitude pour les plus faibles et pour les effecteurs de santé que nous sommes, les médecins, les paramédicaux. Attention, on est insuffisant en nombre. Espérons que ce gouvernement entende qu'il faut augmenter le nombre, mais surtout qu'on augmente l'attractivité, parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie difficulté à ce que les professionnels de santé qui sont éventuellement formés, puisque l'attractivité reste en sortie des études, puisque ça reste la filière la plus choisie dans Parcoursup. Donc, il y a une vraie volonté de s'occuper des autres, c'est assez rassurant. Les gens veulent s'investir dans le soin à la personne, mais il y a une financiarisation de beaucoup de choses et on voit bien que certains collègues partent vers des activités extrêmement lucratives, mais délaissent finalement et aggravent des parties de soins. Vous voyez, moi, un petit exemple, ma fille avait une verrue, je voulais la faire brûler avec un petit coup d'azote. J'ai essayé de prendre rendez-vous chez un dermatologue, je n'ai pas trouvé de rendez-vous. Les premiers que j'ai trouvés, c'était 9 mois.
Et je me suis dit, tiens, et si je lui faisais faire une petite injection de Botox en même temps, elle a 15 ans, elle va être contente. Je rigole, hein, je rigole, elle l'a pas eu. En fait, j'avais un rendez-vous en 15 jours. Donc, c'est ça aussi. Et derrière, moi, c'était une verrue, mais il faut penser à tous les gens qui ont des boutons, des atteintes cutanées qui peuvent dégénérer la veille vis-à-vis des atteintes de mélanome. Et c'est vrai que l'exérèse d'un névus, c'est 30-35 euros pour un dermatologue. Une injection de Botox, c'est 300 euros. Moi, je peux comprendre que des collègues qui en ont un peu ras-le-bol au bout de 30 ans d'exercice, en voyant un peu à la chaîne des gens, veulent un peu améliorer le quotidien en faisant tout ça, ce qui ne pose pas de problème, mais regardons ce qu'on fait, parce qu'au final, il y a des gens qui ne trouvent plus du tout pour se soigner. Voilà, c'est un peu tous ces sujets-là que j'ai voulu, par mes différentes interventions récemment, là, sur les derniers jours à l'Assemblée, mettre sur la table. Après, je peux en parler des heures. Peut-être que ce n'est pas un monologue. Vous voulez que je réponde à des questions? Moi, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Yannick. Non, je pense que ce propos introductif est extrêmement important parce qu'il touche à la vraie réalité de ce que vivent les acteurs et de ce que ressentent aussi les citoyens. Et c'est quand même tout à fait remarquable de voir que le nombre de questions qu'on peut avoir de plus en plus quand on est élu local, dans un village, dans une petite commune, tourne autour de la santé, alors qu'auparavant, c'était un sujet qui était un sujet que les gens, dont les gens c'est pas qu'ils ne s'en souciaient pas, ils se soucient bien entendu de leur santé, mais la question de l'accès était une question euh, qui était évidente. C'était Enfin, une il n'y avait pas de question. dans chaque village. Ouais. Alors le problème qu'on a, c'est que ça fait quand même 15 ans qu'on se pose la question maintenant. Et quand je dis 15 ans, ça fait, je suis gentil, à mon avis, ça fait plutôt 25 ans. Et au bout du compte, on n'a toujours pas trouvé de solution. On est passé par la loi. Comme vous le dites, la loi qui est annuelle en ce qui concerne le PLFSS est une loi comptable. C'est même pas une loi d'investissement, c'est une loi comptable. Et au bout du compte, on arrive dans des prises de décision qui sont des décisions de très très court terme, qui sont absolument pas corrélées avec des stratégies nationales de santé qui est toujours pas sortie, pendant que les projets régionaux de santé des ARS sont déjà sur la table. Donc on est dans une espèce de déstructuration générale de ce système qui mériterait quand même qu'on se pose un jour, d'abord pour parler des valeurs du système, parce que la financiarisation dont vous parlez est quelque chose d'important, et puis deuxièmement, pour qu'on voit comment on arrive à trouver des solutions qui soient pérennes et qui viennent du terrain. Alors, c'est une large question. Je regardais justement, mon ARS m'a envoyé mon projet régional de santé. J'évoquais, comme vous, le sujet hier soir en le lisant, en le regardant. Je me disais, c'est quand même fou. On a une stratégie régionale, on n'a aucune stratégie nationale. On a mis 2 PLFSS pour dire qu'il fallait des rendez-vous de prévention. On a bien du mal à les mettre en place, à les rémunérer, à composer qu'est-ce qu'il y aura dedans. Par qui, pourquoi, comment, on n'arrive toujours pas à se répondre à ces questions. Et moi, je suis un peu plus sévère et un peu plus cynique quand on dit que finalement, depuis 15 ans, on a fait le diagnostic de la sous-médicalisation, du manque de médecins, globalement, qui est au début de la chaîne, qui fera toutes les ordonnances, qui alimentera les paramédicaux, qui alimentera les pharmacies et autres. Et moi, j'hésite entre soit effectivement, on a des gens au sommet de l'État qui sont complètement imprudents et qui n'ont pas compris les enjeux. Ça peut arriver parce que Paris n'est pas la France et on voit qu'il y a une grande différence quand on voit que c'est presque un an pour un rendez-vous en ophtalmo dans les territoires et que c'est moins de 15 jours à Paris, on voit bien la différence. Mais je pense que quand même, il y a une volonté peut-être encore de cette petite musique d'il y a une trentaine d'années, dirigée par Bercy, qui disait que finalement, plus il y a des médecins, plus il y a des prescriptions et plus il y a des dépenses. Je me demande quand même s'il n'y a pas encore cette petite musique qui court encore. Parce que, vous voyez, l'outil de formation, la capacité de formation, même si on dit qu'on a supprimé le numerus clausus en 2019, pardon, c'est complètement faux. Le numerus clausus a changé de nom.
il est devenu Apertus, mais on forme un nombre plus important. Je suis en train d'évaluer cette loi qui s'appelle la loi OTS. Là, les chiffres qu'on a, c'est plus 13% sur la filière santé. Et la réforme PASLAS donne beaucoup à désirer. Mais on n'apprécie pas non plus quelque chose qui est un non-dit que je suis en train de mettre sur la table et qui paraîtra bientôt dans le quotidien du médecin, qui est le nombre d'étudiants qui partent à l'étranger pour faire leurs études de santé. On a une vraie fuite à l'étranger, qu'on estime à peu près à 15 000 étudiants. Ils partent en Roumanie, en Belgique, en Espagne, que ce soit dans les études médicales, paramédicales. Depuis OTS, vous savez qu'on n'a plus le droit de redoubler la première année, donc le système semble augmenter, notamment en Belgique, en Roumanie. Le comble du comble, moi je reçois dans mon service à l'hôpital de cardiologie des étudiants qui sont étudiants en Roumanie et qui font leur Erasmus, leur mobilité chez leurs parents à Grenoble. C'est quand même le comble du comble. On voit bien qu'on marche complètement sur la tête. Voilà, donc ils sont sympas, ces étudiants. Ils ont raté pour un demi-QCM, donc ils sont en Roumanie. Et le sujet, c'est qu'il va devenir européen parce que tous ces jeunes qui, quand à 18 ans, ils décident de partir en Roumanie pour faire médecine en disant globalement la France n'a pas voulu nous, mais nous on avait vraiment envie de faire une profession de santé, donc on part. C'est même à 26 ans quand ils seront diplômés. L'Allemagne notamment, la Suisse sont beaucoup plus attractifs que le système français. Après, cette fuite à l'étranger, elle est très connue, hein. Vous avez 75% des amphithéâtres de kiné en Espagne qui sont composés par des Français. L'inscription, je peux vous donner plein de filières, hein. L'inscription chez les dentistes, on a à peu près 2600 dentistes inscrits chaque année au tableau du Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes. La moitié, je dis bien la moitié, a fait ses études en dehors de la France. Donc, quelque part, c'est très aussi cynique parce que finalement, la France manque de professionnels de santé, mais ne dimensionne pas son capacitaire de formation, soit parce qu'elle ne le sait pas, soit parce qu'elle n'a pas anticipé, ou alors c'est volontaire, donc ça limite le flux. Et puis, quelque part, c'est des économies parce qu'un étudiant français qui fait médecine, il a des bourses, il a des aides, une inscription à la fac, c'est pas si cher que ça. Par contre, les étudiants français qui partent faire leur médecine à l'étranger, la scolarité, elle est entre 10 000 et 15 000 euros par an. Donc, un certain nombre ont leurs parents, mais pas tous. Et moi, j'en rencontre qui rentrent les week-ends, qui rentrent les vacances pour faire des petits boulots en France pour pouvoir payer leurs études. Donc, c'était l'objet aussi de ma proposition de loi, c'est de proposer que tous ces étudiants qu'on pourrait identifier qui sont en 3, 4, 5e année, bien, puissent revenir en France, finir leur cycle 2 pour ensuite pouvoir s'installer, exercer, moyennant avis des doyens, moyennant remise à niveau, évaluation du niveau et tout ça. Donc tout ça a été voté en première lecture à l'Assemblée. On a passé la commission des affaires sociales, ça a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Maintenant, le Premier ministre nous dit dans son discours de politique générale et encore ce week-end qu'il veut augmenter le nombre. On ne sait pas comment, on ne sait pas avec quels moyens, on ne sait pas où. Est-ce que ça correspond à ces étudiants qui vont revenir? Quand je lui en ai parlé lors de mon dernier entretien, il était plutôt favorable. Donc, espérons que tout ça se mette en place. En tout cas, maintenant, l'État, le système ne pourra plus dire qu'il ne sait pas que des étudiants partent à l'étranger. Hein, ça, il faut quand même qu'on soit clair là-dessus. Puis le troisième sujet qui pourrait être intéressant d'évoquer, parce que je pense que les participants sont très hétérogènes, il y a médecins, paramédicaux, c'est de filiariser, d'augmenter les passerelles qu'il peut y avoir entre les paramédicaux qui peuvent avoir un moment de leur vie fait le tour de leur activité et veulent finalement, comme dans toutes les filières, une formation initiale, d'accord, mais ensuite une formation continue qui peut vous permettre de reprendre des études de médecine. Donc là, il y a toute la partie passerelle qui peut être intéressante et qui est très peu développée en France pour des problèmes essentiellement financiers. Il faut appeler un chat un chat. Une infirmière de 40 ans, je caricature, mais qui veut reprendre des études quand elle a déjà une charge de famille, des enfants, un emprunt sur la tête pour un appartement ou une maison, si personne la finance, on peut s'imaginer qu'ils vont être peu nombreux à refaire cet effort financier
qui va peser sur l'ensemble de la famille. Donc ces sujets-là, je pense que c'est aussi des sujets de bon sens. Moi, j'ai des infirmières, par exemple, je prends souvent l'exemple des infirmières anesthésistes, désolé s'il y a d'autres professionnels, mais parce qu'on travaille beaucoup avec elles au bloc et qu'une infirmière anesthésiste est très autonome sur beaucoup de choses et que je vois bien que vu les 10-15 ans d'exercice de pratique professionnelle qu'elles peuvent avoir, elles pourraient, moyennant une formation à définir, à encadrer et à faire, encore une fois, avec les facultés ad hoc, faire de bons médecins. Et on manque beaucoup de médecins dans certaines filières. Je ne dis pas de devenir chirurgien cardiaque ou de choses comme ça, ce n'est pas leur volonté non plus. Et je ne dis pas qu'il y a une graduation, mais on manque de médecins scolaires, on manque de médecins en santé publique, en gériatrie, en soins palliatifs. On est à la veille de l'ouverture d'une grande loi sur les soins palliatifs. On nous fait des annonces de milliards, mais s'il n'y a personne pour faire le soin, c'est bien, hein, les financements. Bon, voilà, bon, après, c'est 1 milliard sur 10 ans, donc il faut faire attention. Hein. Les promesses sur 10 ans n'engagent que ceux qui les entendent. Mais il faut mettre surtout la filière en route pour former des personnes. Et moi, je peux entendre que, je l'ai bien vu, moi, quand j'étais jeune chef de clinique, on était très, très attiré par les actes. On adorait mettre des pacemakers, des stents et tout ça. On était très. Et puis avec les années qui passent, on prend du recul. Et je pense que toutes ces spécialités médicales que je vous ai évoquées pourraient peut-être être un deuxième passage dans la vie. Je pense qu'à 30 ans, ça ne vous dérange plus de faire 3 gardes par semaine quand vous êtes chef de clinique aux soins intensifs. Quand vous en avez 20 ans, 20 de plus, vous commencez à c'est moins sympathique, on va dire, le lendemain. Donc, je pense qu'il y a une évolution aussi des paramédicaux, des médicaux pour se tourner vers des spécialités qui sont très intéressantes. Mais peut-être que quand on a 24 ans, on ne les choisit pas, mais que c'est des spécialités, je dirais plus de réflexion qui peuvent peut-être, des spécialités qui peuvent attirer, mais on va dire dans une deuxième partie de sa vie professionnelle. Et ça, on l'évoque peu en France. On vous met une étiquette, vous êtes infirmière, vous êtes cardiologue, et il faut faire toute votre vie professionnelle comme ça. Je pense que ça peut bouger aussi. Je crois qu'il y a quelque chose aussi enfin, moi, qui m'a frappé et que je trouve choquant, vraiment choquant, c'est ce qui s'est passé avec les IPA. On a besoin des infirmières de pratique avancée. On a des professionnels qui ont une expertise et une expérience depuis fort longtemps. Et on a fait un cursus de formation qui les occupe 2 ans, qu'elles doivent payer et sur lequel elles s'arrêtent de travailler, alors qu'on aurait pu valoriser les acquis de l'expérience et faire quelque chose qui soit quelque chose de léger, quelque chose qui leur permette de créer un nouveau métier ou d'améliorer un métier déjà existant. Mais en fin de compte, non, on a considéré que tout ce qu'elles avaient fait auparavant peut passer en perte et profit et que le système de santé ne pouvait pas en profiter. Je trouve que quelque part, c'est quelque chose qui n'existe que dans la santé. Si on regarde au niveau des professions d'ingénierie, si on regarde au niveau d'autres types de professions, c'est totalement différent. Et les gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience arrivent à trouver des passerelles faciles et sur lesquels on ne leur demande pas de repasser 3 ans ou 2 ans maintenant sur les bancs de la fac. Enfin bon, on arrive à des choses qui sont quand même des choses un peu. Enfin voilà, c'est une réflexion personnelle. On va passer tout de suite à la première question. Sur les IPA, je vous rejoins complètement. On a 2 types d'IPA. J'en ai formé beaucoup et grâce à elles, notamment en cardiologie, c'est elles qui permettent que dans certains centres hospitaliers périphériques, je n'ai pas suffisamment de cardiologues et c'est elles qui s'occupent de toutes les files actives et ils d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des garçons. Donc, les IPA qui prennent toute la file active de patients chroniques, bon, l'insuffisance cardiaque s'y prête bien. Et en fait, quand ils sont en gros hospitaliers, l'hôpital les envoie en formation. Bon, on a des difficultés pour les remplacer dans leur poste, mais globalement, ça va. Ce qui a été, à mon avis, l'idée est bonne de l'IPA, mais on s'y est très mal pris et quelque part, on a un peu opposé encore les uns avec les autres. C'est quand on a voulu absolument leur mettre l'accès direct, qui finalement n'était pas une si grande revendication que ça auprès des IPA a posteriori. Parce que globalement, on a beaucoup focalisé sur à peu près 1500 IPA qui sont installés en ville.
On produit à peu près annuellement 700 IPA actuellement et qui se passe très très bien et que quand en fait on veut commencer à protocoliser tout ça, à alourdir le système, à bureaucratiser, à normer, enfin tout ce qui est caractéristique quand même de la France, et ben en fait on crée des tensions au final et je pense qu'on a mis un frein à la formation alors qu'on aurait laissé finalement ces relations se faire dans la délégation de tâches qui n'exclut pas le contrôle. Moi, quand j'étais jeune assistant, j'allais aux États-Unis, les nurses, les infirmières aux États-Unis prescrivaient les diurétiques il y a 20 ans aux États-Unis dans le cadre de protocoles de délégation de tâches et tout le monde y avait bien vu son intérêt. C'est un peu français de compliquer ce système-là et de les opposer. On oppose beaucoup alors c'est peut-être pour mieux régner, mais on oppose beaucoup les professionnels de santé entre eux, alors qu'on les laisserait faire cette délégation de tâches, cet accès aux infirmières en pratique avancée, se serait mis en place et les médecins qui pouvaient être réticents un peu au départ, certains, il y aurait vite vu un gros intérêt. En tout cas, moi, en tant que médecin hospitalier, dans toutes les structures périphériques, elles sont des sentinelles qui nous permettent de faire face à une file active de patients qui est en augmentation permanente, avec lequel je n'ai pas les moyens médicaux pour l'instant de le faire. Alors, on va passer aux questions maintenant. Première question, Anne de Dan. Donc, je prends les questions dans l'ordre d'affichage des petites mains. Anne, tu te présentes parce que tout le monde ne te connaît pas. Enfin, il y a pas mal de gens qui te connaissent. Bon, Et tu mets ta caméra, voilà. Enfin, tu es une fait. habituée. Alors, Exactement. Bonjour, monsieur le député, merci infiniment. Donc, Anne Dedane, moi, je suis Bonjour. conseillère en politique de santé depuis longtemps. J'ai deux petites questions, entre guillemets. Vous avez commencé par la pluriannualité. S'il y a un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, tout le monde, c'est les professionnels, les politiques, etc. Quand pensez-vous que le gouvernement va se saisir du sujet et savez-vous ce que M. Valtou en pense? Et question plus d'actualité, comment allons-nous sortir, selon vous, de l'impasse actuelle dans le domaine des négociations conventionnelles? Alors, deux éléments Merci de infiniment. réponse. La pluriannualité, moi, je pense que je ne sais pas, parce qu'on est devant un mur de la dette et du déficit dont on est en train de prendre conscience, j'ai l'impression. Enfin, nous l'avions beaucoup dénoncé, mais dont la population est en train peut-être de se rendre compte. On est en train de prendre un peu le chemin de la Grèce, sans trop quand même noircir le tableau. Je pense qu'on n'est qu'au début des mauvaises annonces, parce qu'il y a un petit peu de politique toujours. Donc, on est avant les Jeux Olympiques, on est avant les Européennes, donc on veut que tout se passe bien, donc on n'annonce pas trop les choses. Mais je pense que les choses vont être très, très compliquées à la rentrée. Et je ne vois pas comment, quand vous allez avoir une annuité de la dette qui va représenter à peu près 80 milliards, qui va être un des premiers budgets de l'État, comment on va pouvoir mettre une pluriannualité en santé, parce que quelque part, si vous voulez, notre système de santé, on voit bien qu'il a besoin d'un électrochoc, il est complètement à bout de souffle, et il y a besoin de le rendre plus efficient. Donc, il y a besoin de restructurer des choses. On voit bien à l'hôpital, il faudrait enlever beaucoup de normes, débureaucratiser, pourquoi pas se poser la question de la pertinence des agences régionales de santé pour éviter tout ça. Le problème, c'est que tout ça, vous pouvez le faire si vous n'attendez pas un retour sur investissement dans l'immédiat. Et on sait très bien qu'avec toute cette réforme, on n'aura pas de retour sur l'investissement. C'est-à-dire que si vous mettez de la prévention pour tout le monde, partout pour tous, c'est dans 10 ans que vous allez avoir le taux de cancer qui va diminuer, les maladies cardiovasculaires qui vont diminuer si vous avez bien traité le cholestérol, l'hypertension, le tabac, le diabète. Donc tout ça, il faut semer pour récolter. Moi, je viens de la campagne, là, on enfonce des portes ouvertes, mais il faut du temps. Et malheureusement, on n'a que des politiques très court-termistes, on est complètement exsangue budgétairement. Et le problème, c'est qu'on a une double peine, c'est que vu qu'on n'arrive pas à avoir cette marge d'efficience sur nos dépenses de santé actuellement, eh bien, on n'arrive plus à investir dans l'innovation en santé. Et l'innovation en santé pourrait nous faire gagner beaucoup d'étapes dans la prévention, dans le traitement, l'excès aux molécules onéreuses, les diagnostics moléculaires, le diagnostic génomique, toutes ces choses-là, l'intelligence artificielle qui vont complètement s'emparer de nos pratiques professionnelles pour la vie des patients, ben pour l'instant, on va se retrouver face à ce mur de la dette où on va nous demander que des économies et on n'a plus malheureusement le temps, on est au bord du précipice, alors qu'il faudrait finalement on n'aura jamais autant eu besoin en ce moment qu'un peu de temps pour réformer le système,
mettre des mesures qui coûtent un peu au départ, parce que si on revalorise des actes de prévention et tout ça, bah, ça va coûter un peu au départ pour avoir une vision à moyen terme. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Je suis très inquiet sur le PLFSS 2025 et de toute façon, il ne sera certainement pas voté. Donc, on repart sur Sur une un échéance 49.3. infernale de 49.3 et je ne sais pas si on pourra finir ce mandat comme ça. Je suis très inquiet pour notre démocratie locale. Je pense qu'on est au bout du système parlementaire dans cette situation-là. Et sur les négociations conventionnelles, je ne suis pas à la table des négociations, mais je dirais que les mauvaises manières que le gouvernement a envoyé comme message aux corps de santé, médicaux, paramédicaux, par la voix notamment de Frédéric Valletoux, qui étaient parfois des postures maladroites. Je ne suis pas sûr que ce soit le ministre qui soit le plus enclin à avoir des excellentes relations avec le monde médical et paramédical. Je crois que je l'ai bien dit. Voilà, je ne pourrais pas en dire plus. Par ailleurs, c'était un collègue à la commission des affaires sociales pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, mais je ne suis pas sûr que c'est la personne qui va peut-être savoir le mieux parler au monde médical et paramédical. Mais je ne demande qu'une chose, c'est que tout ce que je vous dis, je ne demande qu'une chose, c'est de me tromper. Mais vous avez parfaitement raison. Jacques. Jacques Bonte. Oui. Jacques Bonte, je suis Tu nous mets ta pharmacien. caméra? Oui, j'essaye de la remettre, mais je n'arrive pas. Bon, désolé, je ne sais pas. C'est pas grave, vas-y, pose ta question. Ouais, bon. C'est un détail. Ma tronche ne vaut pas le coup d'être vue ce matin. Donc, je suis pharmacien industriel en retraite. Je fais encore un peu de conseil et j'écris des petites notes de réflexion sur la santé pour mon président de région qui est Xavier Bertrand et pour le maire de Cannes, David Lisnard. Voilà, le cadre est donné. Je partage entièrement toute votre analyse et je me demande, ma vraie question aujourd'hui, c'est de se dire, effectivement, on est étranglé financièrement au niveau de l'État, au niveau de l'assurance maladie, au niveau de la sécurité sociale de façon générale. Et depuis, allez, on va dire 20 ans à peu près, on a rajouté des petites choses, des petits bricolages, entre guillemets, en mettant, en remboursant ceci, en remboursant cela, en déremboursant ceci, en déremboursant cela, et ainsi de suite. Et ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'en définitive, il ne faudrait pas se poser la question comme, je dirais, un redresseur d'entreprise va se poser la question en se disant, OK, je fais un budget base zéro, je me dis finalement le système de santé, à quoi doit-il servir? Quel est l'objectif national ou quels sont les grands objectifs nationaux de santé à 5 ou 10 ans, parce que c'est le temps de formation des professionnels de santé, c'est le temps de développement des nouvelles technologies médicales et ainsi de suite. Et sur cette base-là, reconstruire avec l'ensemble des professionnels un système nouveau, on va dire, qui prendra en compte à la fois l'attractivité pour les professionnels de santé de façon à ce que les formés ne fichent pas le camp à l'étranger ou dans d'autres approches plus lucratives, qui prennent en compte toute la disponibilité de temps médical, et non pas le nombre de médecins, mais la disponibilité de temps médical, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle et ainsi de suite vont pouvoir venir se rajouter. Et puis aussi, et je pense que ça va devenir un sujet de plus en plus important, la sécurité des professionnels de santé. On a vu ce brancardier qui se retrouvait en soins intensifs en Charente. On voit, je crois qu'il y a une pharmacie par jour qui se fait agresser aujourd'hui. Des médecins femmes, je ne vois pas comment elles pourraient oser sortir la nuit aujourd'hui pour aller dans des quartiers défavorisés pour faire des consultations sans avoir peur, et ainsi de suite. Donc voilà, ma question c'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faudra avoir le courage de repartir d'une feuille blanche quelque part pour redessiner quelque chose? C'est comme disait Alexandre Kervazoué, on est un peu bloqué entre la loi sur la médecine libérale de 1922-23, tu es meilleur que moi Olivier pour donner la date précise, 27, et puis les lois Debré sur les CHU et ainsi de suite, mais finalement ce sont les deux grands piliers et puis plus grand chose à bouger autour sauf un petit patchwork de petits pansements, quoi.
Alors, moi, merci pour cet échange. Moi, je partage ce que vous venez de dire. En gros, c'est un peu un bing-bang de la santé. Tout ça, je suis convaincu. Quand je suis dans mon bureau, face à mon ordinateur, bien sûr que c'est ce que ferait une entreprise. Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'en a malheureusement ni le temps, ni l'argent, ni tout ça. Et que par ailleurs, on a des milliers de patients qui sont à prendre tous les jours en charge. On ne peut pas dire à tous les hôpitaux, à tous les libéraux, tout le monde, allez, stop, fermez 3 mois, on se réorganise, on refait un coup de peinture partout et on rouvre comme on ferait une boutique, quoi. Le problème, c'est qu'on a un flux permanent, constant, et qu'il faut pouvoir faire toutes ces restructurations en maintenant le système à flot. Et ce système, alors vous pouvez maintenir et faire des restructurations dans une entreprise, dans une équipe, dans quel que soit le milieu où vous êtes, si votre milieu il n'est pas en extrême tension. Mais vu qu'on est en extrême tension, il ne faut pas grand-chose pour que le système déraille. Moi, je vois bien dans mes soins intensifs, dans mes lits, on est tous les jours borderline et on peut déborder. Des fois, c'est 5-6 lits qui vont faire que ça va dérailler ou pas. Donc, nos marges de manœuvre sont extrêmement faibles. C'est un arrêt maladie inopiné qui perturbe tout le fonctionnement d'un service si on n'a plus personne pour faire la nuit dans un endroit. On n'a plus du tout de gras, de marge qui vous permet d'améliorer votre efficience d'organisation. Donc ça, c'est le premier point. On n'a pas de marge, on n'a pas le temps parce qu'il faut continuer de le faire. Et puis surtout, on a des professionnels d'une façon générale, et je me mets dedans, j'ai l'impression que les gens n'y croient plus, qu'il y a une espèce de fatalisme qui s'est mis en route. Et je pense qu'il faudrait redonner l'envie quand on parle de l'attractivité, de la quête de sens. Elle va naturellement par des revalorisations financières et autres, mais pas que. Tout n'est pas que question d'argent chez les professionnels de santé. C'est une quête de sens. Et ça, par contre, les différents pouvoirs politiques qui se sont succédés, j'inclus aussi bien la droite que la gauche et les époques Macron, depuis maintenant plus de 7 ans, même un peu avant quand il était conseiller de Hollande, ont fait perdre cette quête de sens. Et ça, c'est quelque chose qui se reconstruit doucement. Vous pouvez faire un choc de compétitivité, mettre des milliards sur la table. Si derrière, vous n'avez pas l'envie qui va permettre de reconstruire. C'est pour ça que le système est préoccupant parce qu'il faut faire cette réforme de l'intérieur dans un système qui est déjà extrêmement tendu. Mais il faut surtout qu'on ait une volonté politique. Et moi, je crois que cette volonté politique, pour pouvoir l'incarner, déjà, je ne vois personne qui l'incarne. Je suis désolé, mais il n'y a personne actuellement qui incarne cette volonté politique. Et puis surtout, il faut des institutions fortes. Et je rappelle que nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée nationale et que je ne vois pas quelles mesures d'ampleur pourraient être votées dans un contexte d'instabilité légistique. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a les 49.3 et vous ne pouvez pas faire une réforme de santé à coup de 49.3 parce qu'il faut du dialogue social, il faut tout ça. Donc il y a une instabilité législative, l'instabilité du pouvoir politique. Ça fait comme un peu, si vous voulez, si on était dans une ambiance fin de mandat d'un président de la République. Bon, allez, on se dit, allez, les européennes, là, on pourrait presque croire que c'est les présidentielles. Bon, bah, allez, dans un mois, on aura une nouvelle équipe, ça va repartir. Mais non, on est à peine en milieu de mandat. C'est pour ça que les derniers kilomètres de ce mandat vont être extrêmement longs et extrêmement douloureux pour tout le monde parce qu'en fait, on ne donne pas de perspective aux gens et vous ne pouvez pas avoir de vie sans espoir professionnel. Et c'est bien tout ce qui manque. Il manque de l'argent, mais il manque surtout une envie et la capacité de pouvoir renverser la table. Parce que si vous voulez effectivement faire un choc et réorganiser, on sait tous globalement ce qu'il faudrait faire avec la suppression de tout ce qui est en doublon, de toutes les agences d'État qui sont en doublon et tout ça. Ben, il faut une vraie volonté politique. Quand vous voyez que là, dernièrement, on vient de créer une agence de conseil pour les services de l'État de 80 agents, on marche sur la tête. On a enfin, je pense que c'est des images. Heureusement, ça ne se sait pas trop finalement. Mais je pense que c'est des messages qui sont extrêmement contre-productifs vis-à-vis de tous les gens qui se lèvent le matin et qui vont faire leur travail sans plus beaucoup de conviction. Question suivante, Béatrice.
Oui, merci Olivier. Bonjour, bonjour Monsieur le député, Béatrice Noëllec de la Fédération de l'hospitalisation privée. Vous avez évoqué 3 choses qui sont véritablement des changements de paradigme majeurs et c'est un peu frustrant en fait, hein, pour ne rien vous dire, pour le cacher pour les acteurs de santé parce qu'on a l'impression finalement qu'on a des mesurettes et qu'on n'a pas précisément ce qui pourrait changer, c'est-à-dire le cœur du réacteur qui pourrait vraiment changer les choses, qu'on ne l'a pas. J'y reviens pas, Anne on a parlé, vous avez évoqué la vision pluriannuelle, c'est évidemment essentiel. On ne peut pas investir, on ne peut pas innover, on ne peut pas faire de la prévention, santé mentale des jeunes, santé des femmes, etc., transition écologique et numérique sans une vision, je dirais, ambitieuse de long terme. Aujourd'hui, finalement, on ne voit la santé comme un facteur de coût et on prend des mesures finalement à courte vue. On l'a vu également sur un sujet sur lequel vous êtes beaucoup déployé, hein, sur la licensus et sur les déremboursements et on paye finalement le tribut ensuite. Le deuxième sujet, vous connaissez les pénuries colossales de ressources humaines auxquelles sont confrontés notamment les établissements de santé. C'est évidemment l'augmentation drastique de l'effort de formation des professionnels, notamment des professionnels paramédicaux, et les passerelles indispensables entre les métiers du soin. Et puis le troisième sujet, et c'est l'objet de ma question, c'est la place des acteurs et la reconnaissance du rôle de chacun. Vous savez que la dernière campagne tarifaire a porté une asymétrie ahurissante entre le public et le privé, avec des tarifs 14 fois supérieurs pour le public par rapport au privé, alors que le privé représente 35% de l'activité hospitalière. Vous savez qu'on a décidé, avec les médecins libéraux aussi, à ce titre, on a annoncé une décision exceptionnelle et assez grave autour d'une grève à compter du 3 juin. Nous, ce qu'on porte véritablement, c'est une rénovation drastique du service public hospitalier qui aujourd'hui est extrêmement obsolète en fait dans ses configurations parce qu'il ne permet pas les coopérations, les logiques de parcours nécessaires pour les patients. On porte un service public de santé véritablement inclusif de l'ensemble des acteurs, quel que soit leur statut, et qui se réunirait autour de missions, les missions de service public que tout le monde accomplit, le secteur privé comme le secteur public. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Là aussi, changement de paradigme majeur, mais sur lequel, effectivement, aujourd'hui, force est de constater que rien ne bouge et que même, à vrai dire, au regard des annonces récentes, on est plutôt sur une pente de régression et de résurgence de dogmatisme qui, je ne vous le cache pas, nous inquiète beaucoup. Bah, écoutez, je partage tout ce que vous avez dit. J'avais reçu les acteurs du système privé parce que là aussi, on avait posé une équation qui était fausse. C'est-à-dire que l'on pensait que l'activité, votre baisse de tarif, allait s'équilibrer sur un effet volume. Sauf que l'effet volume, on voit bien qu'à un moment, il n'y est pas. Tout à l'heure, il y avait un pharmacien en retraite qui s'exprimait. On a le même problème avec les officines de pharmacie qu'on considère en danger. C'est-à-dire qu'on a identifié, c'était mon sujet d'il y a 15 jours avec l'URPS, les pharmacies en danger. Je vais prendre ma région, Auvergne-Rhône-Alpes. On a identifié 53 pharmacies qui, si demain elles ferment, vont mettre les patients à plus de 15 minutes en voiture d'un lieu de pharmacie. Et ben, cette pharmacie-là, à force de tellement diminuer les marges sur la boîte de médicaments et autres, l'effet volume, les tutelles me répondent, mais il y a l'effet volume. Mais quelle méconnaissance du terrain! Parce que quand vous êtes dans une commune de 3500 habitants et que globalement autour, vous n'avez rien pendant 15 minutes en voiture, je parlerai de certains endroits de l'Auvergne, je parlerai de Loisan, chez moi en Isère, en fait, il n'aura pas d'effet volume. Les gens ne vont pas se mettre à acheter du Clamoxyl en masse pour faire l'effet volume du pharmacien. Il vaut mieux juste rémunérer correctement la boîte de Clamoxyl. Donc, on est au bout du truc et on a identifié toutes ces officines qui vont être un maillage précieux, qui vont disparaître puisqu'on perd de plus en plus d'officines et qui sont passées en dessous de la barre des 20 000. Et bien, ce raisonnement-là, local, territorial, il n'est pas plus anticipé au niveau national. La coopération publique-privée, moi je l'ai bien vu, elle n'a jamais aussi bien marché que pendant le Covid. Alors les établissements de privé ne recevaient pas forcément les malades Covid, mais vu qu'ils ne les recevaient pas, là aussi, bon, je pose la question pourquoi, mais bon, on ne va pas accabler déjà suffisamment de gens qui se sont accablés eux-mêmes.
Mais en fait, la complémentarité sur les plateaux techniques a très bien fonctionné. Moi, je n'avais pas de problème pour que des dilatations coronaires, des pacemakers, qui étaient urgents, mais face à des lits qui étaient bloqués de réanimation de Covid, les pacemakers et les stents allaient se mettre dans les cliniques voisines et on n'a pas eu besoin de tutelle pour nous dire qu'il fallait qu'on se rencontre, qu'on parle de notre bassin de vie et tout ça. Donc, je crois qu'on a une suradministration et on ne fait pas assez confiance aux professionnels de santé. Moi, je sais pas, j'espère que demain, je serai dans un parti politique qui sera de nouveau au pouvoir et j'espère que quand on découpe finement la France en bassins de vie, qui sont souvent pour moi les bassins de vie, finalement, on peut en débattre, mais je crois que c'est le territoire des intercommunalités qui est le bon bassin de vie. La région, c'est beaucoup trop grand, le département, ça donne une cohésion, mais si on veut aller à l'efficience du professionnel, je pense que l'intercommunalité, l'agglomération, la métropole, c'est le bon bassin de vie. Si on laisse les professionnels de santé s'organiser sur toutes ces questions-là, il faut leur laisser, il faut leur faire confiance, mais il ne faut pas qu'on ait des aiguillons permanents, tarifaires, de caisse primaire d'assurance maladie qui vient en permanence donner la petite prime, donner le petit. Enfin, je pense qu'il faut faire confiance aux professionnels de santé et s'ils ne rendent pas leur feuille quelque part d'efficience de soins au quotidien, et ça peut être pareil pour les relations entre les établissements publics-privés, eh bien là, il y aura une sanction qui peut être une sanction financière. Mais il faut encourager, on va dire, la collaboration, la coopération, plutôt que voilà. Moi, je vois bien au début de mon internat, on recevait plein de patients en recours des cliniques. Tout ça fonctionnait très bien. Les cas simples, les cliniques les prenaient. Les cas plus complexes, on les prenait. Ça fonctionnait très bien. Maintenant, tout ça n'existe plus. Alors justement, puisqu'on parle des professionnels de santé, le président de l'UNPS, Sébastien. Merci beaucoup de donner la parole, monsieur le député Chaianic. Un grand merci pour cette intervention dont je partage vraiment le gros des constats, notamment sur les contours du PLFSS. Je crois que c'est une revendication assez forte maintenant des professionnels de santé depuis un certain temps sur une restructuration nécessaire de celui-ci et de l'inscrire dans une trajectoire triennale, quinquennale, mais en tout cas sortir de ce système par à-coup où finalement on ne fait que régler les détails d'un financement pour l'année à venir, pas dire déjà entamé. Là où je suis complètement d'accord également, c'est cette dissonance cognitive finalement entre les tensions sur l'offre de soins, le besoin de professionnels de santé, et d'un autre côté, le désengagement complet de l'État en matière de formation des professionnels de santé, notamment vers les filières étrangères européennes, où quelque part, ce désengagement fait que l'État, d'une part, n'a pas à mettre la main à la poche pour former nos jeunes, mais en plus se désengage finalement de la notion d'offre de formation publique-privée sur le territoire, puisque si cette question ne se pose pas trop pour les étudiants en médecine, elle se pose énormément pour les professionnels des autres filières. Un sujet que vous n'avez pas apporté et que je tiens à souligner parce qu'il est souvent pas bien perçu par l'ensemble des acteurs, mais y compris, et je vais vous dire, au ministère de la Santé, à Matignon et à l'Élysée. C'est le millefeuille du financement de la santé aujourd'hui en France, entre ce système de copaiement basé sur l'AMO, l'AMC, mais aussi tout ce qu'on a créé par effet ricochet derrière. Et je pense notamment au financement des EHPAD qui sont aujourd'hui à dotation globale pour la grande majorité, mais dans lesquels des libéraux interviennent. La construction de l'hospitalisation à domicile, où on a créé une autre enveloppe à côté. Le système accident de travail, maladie professionnelle. Les assurances privées en cas d'accidentologie. Tout le système d'expérimentation, protocole article 51, délégation de tâches, qui sont sur fond FIR, tantôt ARS, tantôt expérimentaux. Les CPTS qui commencent à mettre la main à la poche sur certains éléments de prise en charge, font qu'aujourd'hui, les libéraux ne savent même plus à qui adresser la facture lorsqu'ils réalisent un acte. Et puis, l'autre pan de ce millefeuille de la structuration du financement, ce sont nos accords conventionnels. Avec aujourd'hui un accord conventionnel cadre interpro, qui est censé être le chapeau de l'ensemble des acteurs, mais qui aujourd'hui se réduit finalement au traitement des simples sujets numériques. Et en revanche, un cloisonnement complètement étanche entre des accords conventionnels interpro qui vont traiter les MSP, les CPTS, les centres de santé, et ensuite toutes les conventions monocatégorielles.
sans aucune transversalité entre l'ensemble de ces coordinations, à tel point que l'assurance maladie paye de la coordination dans chacune de ces conventions, sans savoir réellement ce qu'elle paye, à qui elle le paye, et quelle est la plus-value ajoutée à l'ensemble de ces financements, où on se pose encore la question des actes partagés, ou parfois un même acte réalisé par plusieurs professionnels de santé différents, un médecin, un infirmier et un pharmacien par exemple, qui vont être à 3 tarifications différentes. Et puis l'échec global des négociations conventionnelles qu'on monitore aujourd'hui, les difficultés en tout cas, et pourtant je suis extrêmement attaché à ce système conventionnel qui est complètement obsolète, avec des conventions quinquennales où les professionnels attendent en période d'inflation comme celle qu'on connaît aujourd'hui le grand soir. Forcément, vous êtes déceptif. Et la montée des populismes aujourd'hui font que lorsque vous avez une négociation conventionnelle qui démarre et que vous avez un syndicat qui démarre en disant nous, c'est le CA50 où on se barre, forcément, vous avez fait monter les tensions dans la profession et plus personne n'est en capacité de porter quoi que ce soit. Donc, ma question est la suivante, c'est comment et avec qui on est capable de porter une rénovation intelligente du système de financement, du système conventionnel, en capacité de décloisonner la ville et l'hôpital qui aujourd'hui est devenu quasiment un vœu pieux, et comment on reconstruit l'attractivité des métiers. Et là, pour le coup, c'est plus une piste de réflexion que je lance. Aujourd'hui, on voit bien que toutes les professions de santé sont construites sur le compte du Code de la santé publique en délégation à l'exercice illégal de la médecine. Et aujourd'hui, je pense que ça ne correspond plus à la réalité du terrain et à ce que sont devenues l'ensemble des autres professions. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de franchir le cap, de redéfinir chacun des métiers par mission, de telle sorte à sortir finalement de ces luttes corporatistes qui nous polluent, parce que j'ai le sentiment que tout ce qu'on est en train d'inventer aujourd'hui, et notamment à travers les délégations de tâches, les partages de compétences et les protocoles expérimentaux, visent à contourner un corporatisme, de mon point de vue, d'un autre temps. Quand on voit le mur démographique qu'on a face à nous, je ne comprends pas que des professionnels de santé aient crainte de ne pas avoir assez de boulot demain. Écoutez, merci beaucoup. C'est plusieurs questions en une. Pour répondre à la dernière, quand, comment, je vous l'ai plus ou moins dit. Je pense que je demande encore une fois qu'à me tromper, mais je ne vois pas comment, dans un essoufflement de notre système politique actuel, c'est des choses qu'il faut faire en début de mandat, ce que vous dites. Hein, c'est une espèce de refonte des paradigmes. Je crois que ce n'est pas un système politique qui est complètement essoufflé, qui est au bord de la faillite. Hein. Moi, je ne veux pas faire trop de politique, mais on nous avait annoncé quand même le Mozart de la finance. On est à 3 000 milliards de dettes. Je ne vois pas comment, en fin de règne, on peut faire une politique aussi ambitieuse en fin de règne quand on n'a plus de majorité, qu'après les européennes, une grande partie de la population va se rendre compte que finalement, c'est fini. On va compter les jours jusqu'au dernier. Et je crois qu'il faut une vraie impulsion, il faut incarner, donc il faut une vraie volonté politique. Donc j'espère que ça sera, à mon avis, c'est l'enjeu de la présidentielle. J'espère que ça tiendra encore jusqu'en 2027. J'en suis très inquiet, mais je pense que la santé sera un grand enjeu de la présidentielle. Il faut que ça tienne jusque-là. Il faudra clairement l'expliciter dans les enjeux de la présidentielle, parce que la santé, c'est ce que les Français finalement ont de plus cher, hein, sans jeu de mots. Donc, ça va être un enjeu, et c'est quelque chose sur lequel, parce que ce que vous dites est très vrai, mais vous savez très bien aussi, on n'est pas naïf, que tout ça, il y aura des freins au changement. Donc, il faut qu'il y ait un nouveau souffle sur ces sujets-là, qui soit incarné politiquement par une nouvelle équipe, qui sera aussi en mesure, dans les 100 premiers jours, les 300 premiers jours d'un nouvel exercice du pouvoir, de pouvoir aussi couper tout ce qui va pouvoir donner les marges d'efficience supplémentaires. Il faudra se poser la question sur toutes ces agences d'État, leur redondance, tous ces sujets-là, parce que si on veut donner de l'essor, du souffle, du financement à toutes ces nouvelles missions, il faut par définition en couper d'autres. Moi, j'ai pris un exécutif puisque j'étais vice-président de région pendant 7 ans. Les premiers mois, c'est là que quelque part vous décidez
d'arrêter un certain nombre de choses pour appliquer la politique sur laquelle vous avez été élu. Et c'est si on ne fait pas ça que finalement vous décevez tout le monde. Vous décevez de toute façon ceux qui n'ont pas voté pour vous, d'ailleurs vous avez bien dit qu'ils n'étaient pas bons, puis ceux qui ont voté pour vous, ils sont déçus. Donc vous n'avez plus personne pour réformer le système. Donc il faut une volonté politique, il faut une stabilité politique, il faut des marges d'efficience budgétaire. Et vous l'avez bien dit, on n'a pas parlé trop du médico-social. Moi, je suis extrêmement inquiet sur les EHPAD. 60%, 50% des EHPAD sont déficitaires. Alors, je dirais toujours la même rengaine. Quand elles sont publiques, ça tombe dans le déficit public. Jusqu'à quand Jusqu'à quand on va pouvoir mettre sous le tapis? Parce que quand vous regardez finalement tous les établissements où les élus, on est en représentation, où on est en fonction, en mission, peu importe, quand vous parlez du financement, tout est en déficit partout, des lycées, tout est en déficit. Donc, si vous faites la somme de ces déficits qui finalement sont cloisonnés dans plein de petites boîtes sur les territoires, vous arrivez à une situation qui va être très explosive. Vous vous rendez compte que les EHPAD en France, une grande majorité, ne payent plus leur charge URSSAF. Les directeurs d'EHPAD ne payent plus leur URSSAF parce que sinon, ils ne peuvent pas payer leur salaire. Et certains n'ont plus de trésorerie pour payer les salaires à partir de l'été. Donc, on va se retrouver devant une difficulté majeure. Et là aussi, sans jeu de mots, mais c'est un peu la fin du café, alors on va se permettre. C'est quand même extrêmement choquant qu'on nous propose une loi de fin de vie, alors qu'on n'a pas été capable de mettre sur place une loi grand âge pour pourvoir aux besoins de cette 5e branche, qui en fait a juste été créée, mais jamais financée. Et quand on parle d'humanité, qu'est-ce qui est le plus… Enfin voilà, moi je veux bien qu'on parle d'humanité, mais est-ce que l'humanité n'aurait pas été de financer clairement la 5e branche et les meilleures conditions dans les EHPAD? Donc moi je partage tout ce que vous avez dit. Je pense que la solution, elle peut malheureusement que être politique pour pouvoir faire cette refondation qui est nécessaire. Bon, Debré l'avait fait en 58 sur le système hospitalier. Je pense que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais il va falloir, effectivement, ça ne se fera pas sans casser de vaisselle. Et vouloir faire croire que tout ça, ce n'est pas la taxe lapin à 5 € que j'avais mis qui est une idée que j'avais mis dans ma proposition de loi il y a un an, qui était un article 13, qui était un article très mineur de la proposition que je prenais. Bon, ma proposition phare, c'était de réformer le système de formation des études de santé. Et il y avait la taxe lapin, mais vraiment qui était… On prend des éléments annexes à fort potentiel médiatique et on en fait un dogme. Excusez-moi, mais si je voulais faire un parallèle vis-à-vis de l'éducation, ce n'est pas parce qu'on va avoir mis un uniforme à tout le monde qu'on va avoir réformé notre système éducatif et qu'on va avoir parlé du fond dans l'éducation. Et je crois qu'il y a des éléments qui ont une forte valeur ajoutée dans la population, fort écho médiatique, la taxe lapin, l'uniforme à l'école. C'est bien de parler de tout ça. Je suis d'accord contre l'abaya, je suis d'accord aussi, mais il ne faut pas que ces effets d'annonce à fort potentiel médiatique sont le fond finalement d'une politique. Ça devrait être des illustrateurs. Par exemple, on aurait super bien réglé notre négociation conventionnelle. On aurait super bien remis la bonne filière, le nombre de médecins qu'on produit en France, qu'on annonce qu'on va gagner 20 millions de consultations parce qu'on met une taxe lapin. Moi, j'applaudis et je rentre dans ce gouvernement immédiatement. Mais quand on vous annonce la taxe lapin, je dis, oui, je ne suis pas contre. Mais sinon, par contre, pour tous les autres problèmes, l'accès à l'innovation, l'attractivité des professions, l'outil de formation, la revalorisation, là, silence radio. On nous reparle là récemment dans les annonces de ce week-end du Premier ministre de l'accès direct des kinés. Mais j'ai rien contre. Mais c'est la loi RIST qui a déjà été votée et sur lequel les décrets ne sont toujours pas sortis. On nous promet les décrets toutes les semaines. En fait, on pond des lois. Là, on a un vrai problème aussi. On pond des lois. Moi, j'évalue des lois actuellement qui n'ont pas été votées par moi. Je n'étais pas député. Les lois de 2019, 2020. Mais les décrets ne sont jamais sortis. Oui. Qu'est-ce que vous voulez aller évaluer une loi quand les décrets ne sont pas sortis? Et parfois, on ne sait même pas si le décret est sorti ou pas. Je vois les administrateurs, les directions centrales, mais ça, c'est sorti
attends, je ne sais pas, attends, je vérifie, ben, je ne sais plus, on vous dira la prochaine fois. Ça fait très peur hein, quand vous arrivez d'un autre milieu. Donc, en fait, on a un outil de production aussi des lois, on légifère trop. Moi, je pense qu'il faudrait aussi peut-être faire une pause législative, arrêter de légiférer et de voir tout ce qui est dans le tube est déjà bien sorti, bien appliqué. Parfois, on refait une loi que la loi d'avant n'a toujours pas modifiée et est sortie en décret, on relégifère. Alors, ça fait du temps médiatique, ça amuse tout le monde dans l'hémicycle, hein, mais ça produit pas, ça règle pas le problème des Français, quoi. Donc, je prends une petite pause légistique, une petite pause diététique, un petit jeûne légistique. Mais c'est pas avec une DGOS et sa refondation, là. J'ai regardé l'organigramme. Je suis désolé pour l'administration centrale, mais on est sur une armée mexicaine, même si j'ai beaucoup d'amis à l'intérieur, mais ça devient complètement délirant. On est sur un système. Ça devient très délirant et j'aime bien dire ce que je pense. Je les ai beaucoup auditionnés et je suis même très, très étonné. C'est que je pense que quand je vous parle de l'instabilité, je vous parle de l'instabilité politique. Et en fait, raison gardée, quand vous en êtes à 7 ministres de la Santé en 7 ans, et que finalement, les seules personnes qui restent pour tenir le navire sont finalement la DGOS, sont les administrations centrales, ils sont dans un sentiment, mais qui est raisonné, hein, de toute puissance, en disant, bon, on va faire comme ça, bon, le prochain, là, lui, il en a pour combien de temps? La durée de vie de chaque ministre diminue. Les bruits de couloir de l'Assemblée disent qu'il y a déjà un remaniement prévu pour septembre. Donc, finalement, un DGOS se dit, bah, finalement, je verrai avec le prochain, puis, ou alors finalement, je vais faire comme je veux. Et là, il y a un petit problème aussi qu'il faudra évoquer, c'est finalement qui décide, où est le pouvoir. Parce que je ne suis pas complètement convaincu que le pouvoir, ça soit le ministre. Parce que quand vous avez son administration centrale, quand vous avez les partenaires sociaux, quand vous avez la CNAM, quand vous avez la CNAV, je ne suis pas sûr que dans l'ordre de priorité décisionnaire, c'est le ministre qui arrive en numéro 1. Et je le regrette. Et pour le coup, la dernière discours du président de la République, qui avait été d'ailleurs interpellé sur le fait de dire mais en fait, vous en êtes au 7e ministre de la Santé, qu'est-ce que vous en pensez? La réponse est très claire. Hein. Il dit que peu importe, hein, je ne veux pas traduire ou transformer ses propos, mais il dit non, mais peu importe, moi j'ai mon idée, peu importe qui y aura. Voilà. Et ça, je pense qu'on a besoin quand même encore en France d'incarner les politiques. Pourquoi Veil, elle a fait son changement? Pourquoi les grandes lois ont été portées? Parce qu'elles ont été incarnées et une autre administration, aussi efficiente qu'elle soit, à un moment, on est dans un système où les concitoyens élisent des politiques. Il faut que ce soit les élus qui portent les politiques publiques. Il faut redéfinir le rôle entre les élus et l'administration. Je ne tape pas sur l'administration. Je pense qu'on a besoin des deux. C'est un espèce de couple qu'on sait très bien faire dans les collectivités. Moi, j'ai été maire dans ma vie, j'avais un DGS, ce n'est pas le DGS qui commandait à la mairie, c'était le maire, mais c'est le DGS qui mettait en application les décisions décidées par l'équipe municipale. Ce couple qu'on retrouve d'ailleurs à l'hôpital, hein, les médecins et la direction, c'est un couple qui doit fonctionner, mais il faut que les équilibres soient respectés. Et là, on a quand même un sentiment de toute puissance de l'administration vis-à-vis des politiques. C'est peut-être que l'administration est peut-être trop puissante ou alors peut-être que les politiques sont trop faibles. Ça dépend où est-ce qu'on met le niveau. Je pense que quand on entend un conseiller ministériel nous dire mais ça va dépendre de ce que va répondre l'administration, on a envie de lui répondre. Si on vient de voir, c'est parce qu'on a besoin d'un arbitrage politique. C'est pas pour savoir ce que veut l'administration, parce que ça, on le sait déjà. Et c'est l'un des problèmes qu'on rencontre de plus en plus. J'ai interrogé la DGS, elle m'a dit oui, c'est pas grave, je prendrai un décret. À bientôt. Alors, bon, bah, le Parlement, on va voir, quoi. Voilà. C'est étonnant. Mais c'est vrai que ça devient un peu Brésil.
François, une question courte parce qu'il nous reste maintenant 14 minutes avec Yannick et il y a encore la question de Thomas derrière. Non, je vais aller vite. Merci beaucoup, monsieur le député, mon cher Yannick. C'était clair et un peu triste comme panorama général. Je voulais parler, tu l'as évoqué, de la loi grand âge et de la volonté de prévention. Dans le contexte de recherche d'économie, ça risque de ne pas être évident. Ne penses-tu pas que sur des sujets de ce type-là, peut-être je rêve, je suis trop naïf, on pourra avoir une espèce de consensus politique pour sortir, comme tu l'as très bien dit, d'une loi, d'un PLFSS annuel, mais essayer d'avoir un plan, j'allais dire un plan hors sec prévention et prévention de la perte d'autonomie pour faciliter, par exemple, l'apparition de nouveaux métiers, tu en as tout à fait parlé, ou est-ce que c'est un vœu pieux complètement impossible? On n'aura jamais de consensus politique là-dessus. Non, bonjour François. Non, je dis, moi je pense qu'il faut continuer à avoir des vœux pieux et à espérer tout ça. Sinon, on prend du Prozac et on rentre tous chez nous et c'est pas l'objet si on est là ce matin. Donc moi, je pense qu'il faut toujours continuer d'y croire. Et moi, le jour où j'y croirai plus, je serai plus député. Donc moi, je continue d'y croire. Le problème, c'est qu'il faut pas, en gros, il faut que le marché, il n'y ait pas de marché de dupes. On aurait pu trouver ce consensus, François, dans le cadre de la loi Bien vieillir. Qui aurait pu tout à fait être ce sujet-là. On arrive, alors c'est peut-être un peu technique, excusez-moi, ce n'était pas un projet de loi. Hein. Un projet de loi, c'est avec le gouvernement, avec une étude d'impact, une validation du Conseil d'État et un budget. Sur un sujet aussi important, je pense qu'il fallait effectivement un projet de loi. On n'a pas eu ça. On a eu une PPL, on a eu une proposition de loi. Déjà, vous voyez un peu le distinguo. L'opinion publique, allez, Madame Durand, qui fait ses courses, qui écoute la radio, ou Monsieur Michu, qui écoute la radio, il entend proposition de loi bien vieillir. Il ne voit pas la différence entre proposition de loi ou projet de loi. Ben déjà là, il y a truanderie sur la marchandise. Parce qu'en fait, cette proposition de loi, elle émane d'un député, d'une députée, mais elle arrive avec 0 €. Et comment vous voulez embrasser de façon significative les problématiques du grand âge avec que des intentions, des vœux pieux? Il y en a eu. Alors au final, qu'est-ce qu'on a voté? On a voté une carte pour les professionnels de santé pour qu'elles ne fassent pas les professionnels d'accompagnement du grand âge. On a voté des commissions pour améliorer tout ça. On a voté que l'animal de compagnie viendrait dans l'EHPAD. On a voté tout ça, c'est très bien et ça permet probablement de mieux vieillir et c'est des mesurettes. Encore une fois, c'est un peu l'équivalent de ma taxe lapin, mais il n'y a pas eu de problématique de fond. Donc les députés, bon, ça ne vous a pas étonné, sont de bords un peu différents d'une extrême à l'autre, se rendent bien compte qu'on veut aussi les amuser à parler de sujets sans 0 €. Donc en fait, sur ces sujets-là, je pense que le consensus politique est possible. Il existe. La preuve, quand j'ai porté ma proposition de loi pour réformer les études de médecine, le consensus politique, je l'ai eu, puisque de l'opposition, j'ai obtenu une majorité, je l'ai fait voter. Donc, quand le sujet est bon, les élus se mettent d'accord. Mais là, le titre est bon, bien vieillir. Et qui est contre? Personne. Sauf que quand vous regardez le sujet, en fait, il y avait que le titre qui était bien, mais il n'y avait aucune mesure derrière. Donc, les élus ne veulent pas non plus donner un blanc-seing à une proposition de loi, parce que quand vous rentrez en circonscription, que vous expliquez un peu ce que vous avez fait à Paris, parce qu'ils ne vous ont pas vu pendant la semaine, alors qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez mangé au restaurant, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait en fait? Quand vous discutez, parce que les gens, ils vous en parlent hein, sur les marchés, ça, vous avez fait quoi? Si vous leur dites, j'ai voté la loi bien vieillir, ils pensent naïvement, comme les Français pensent, que si on a voté une loi pour bien vieillir, ça va améliorer les conditions des personnes âgées en EHPAD, à domicile. Moi, je ne l'ai pas voté bien vieillir. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas faire ce quitus d'insincérité. Moi, j'avais posé la question. Dans le bien vieillir, pour moi, il y a une donnée fondamentale qui est le virage domiciliaire. Le virage domiciliaire, c'est un des grands enseignements du Covid. C'est la silver economy. Il faudra que les gens vieillissent chez eux. Ils y seront bien mieux. Et c'est vraiment une volonté.
Les simulations d'études d'impact qu'on a fait en dehors de tout ça montrent qu'il y a besoin de la formation de 380 000 acteurs d'acteurs du domicile, puisqu'une personne âgée dépendante qui reste 7 jours sur 7 à domicile va avoir besoin en moyenne de 10 à 14 intervenants. Il n'y avait pas 1 euro, François, sur la formation des professionnels. Donc, je ne peux pas rentrer en circonscription, malgré tout le bon esprit constructif que je peux avoir, voter une loi bien vieillir qui ne envisage pas le versant domiciliaire et qui ne met pas 1 euro à la formation des professionnels du domicile demain. Parce que demain, le lendemain, c'est que moi, je me retrouve avec tous mes acteurs du domicile, les SIAD, les centres infirmiers à domicile, les ADMR, les aides à domicile en milieu rural, tous ces acteurs qui sont souvent d'ailleurs associatifs, qui me disent alors, qu'est-ce que tu as voté cette semaine pour nous, qu'est-ce qui va s'améliorer? Je ne vais pas lui dire que la personne âgée aura le droit d'emmener son caniche à l'EHPAD, et voilà la grande loi de la semaine, quoi. Eux, ils veulent savoir qu'est-ce que ça va être pour leurs conditions de travail, leur formation. C'est des acteurs du domicile qui sont à 2 euros du litre de gasoil. Il n'y a pas de transport en commun, nous n'avons pas de métro, nous n'avons pas de tramway. Donc tous ces acteurs du domicile, si on veut qu'ils continuent à y aller, c'était la grande revendication la semaine dernière à la Bastille des infirmières en colère. Pourquoi je soutiens les infirmières en colère? C'est qu'une prise de sang à domicile, c'est 6,80 €, que le deuxième acte est payé à 50% et le troisième acte gratuit. Donc, elles sont déficitaires sur leur activité quand elles ont payé l'assurance de leur voiture et leur gasoil. 58% des acteurs de cette profession à domicile veulent partir. Mais qui va nous soigner dans 5 ans si 58% des infirmières à domicile envisagent de changer de métier? Donc, attention, on peut trouver des consensus politiques, mais à condition qu'il y ait un vrai sujet de fond et qu'on ne fasse pas des mesurettes pour faire de la com. Mais bien vieillir était malheureusement une opération de com. Alors, dernière question, Thomas Fillard. Oui, bonjour à tous. Bonjour monsieur le député. Il est assez rare, si je peux me permettre, Thomas, il est assez rare que l'industrie prenne la parole dans les cafés Nil. Ah, que désolé. Je trouve ça trop rare d'ailleurs. Ah, donc je ne franchis pas une ligne rouge alors. Non, pas du tout, au contraire. Je trouve que l'industrie ne s'exprime pas suffisamment. Et moi, je trouve que justement, on est un acteur à part entière du système de santé et voilà, il faut qu'on intervienne. Donc, pour situer d'où je parle, je suis directeur des affaires publiques de Sandoz, qui est un laboratoire de médicaments génériques et biosimilaires. Et je voulais vous poser une question, pareil sur une problématique de fond, hein, qui est la question de l'approvisionnement en médicaments essentiels. C'est un sujet évidemment d'inquiétude croissant et côté industriel, c'est un engagement de tous les jours. Notre rôle premier, c'est justement de produire, d'avoir les capacités de production qui soient suffisantes pour faire face à une demande qui ne cesse d'augmenter. Et pour reprendre l'exemple de l'amoxicilline que vous évoquiez tout à l'heure, chez Sandoz, on est les derniers à produire en Europe de A à Z de l'amoxicilline. On vient d'investir pour agrandir notre capacité de production. On a mis 250 millions d'euros d'investissement. Donc, on se projette vraiment sur le long terme. Mais il y a cette question, la question de fond structurante économique qui est que sur le long terme, on doit avoir une rentabilité de ces médicaments les moins chers. Et ça pose la question de la régulation des médicaments génériques et matures qu'on a en France. Et dont il me semble qu'on commence à s'accorder, pouvoir public, opinion, tout acteur, sur le fait qu'on est peut-être allé un peu trop loin, qu'on arrive peut-être à une limite, à une ligne rouge. Il faudrait éviter de totalement franchir. Le gouvernement lui-même, cet été, nous a proposé un mécanisme dans lequel il augmentait de manière temporaire, conditionnelle, de 10% les prix de l'amoxicilline en échange d'approvisionnement. Alors nous, on a joué le jeu, pas parce que les prix augmentaient de 10% ou parce qu'ils nous demandaient du jour au lendemain d'avoir des stocks. Ça n'avait rien à voir avec les temps industriels, hein. Il faut 6 mois pour faire un batch, ils nous ont laissé 1 mois pour faire des approvisionnements, enfin, peu importe. Mais donc, on a joué le jeu parce que c'est notre mission première. Nous, notre enjeu, c'est d'apporter l'amoxicilline. Mais voilà, c'est conditionnel. Et il se trouve que hier, on a eu les arrêtés qui ont rebaissé les prix de l'amoxicilline, comme si tout ceci était réglé, de même que la prise en compte dans la clause de sauvegarde, vous savez, cette fiscalité particulière qui touche les médicaments, on a pris en compte pour une année la position des génériques, on baisse le poids de cette fiscalité sur les génériques, mais c'est pour 1 an. Donc ma question, c'est à quand une politique stable
pérenne, ambitieuse sur la pérennité de ces médicaments essentiels? Alors, écoutez, merci pour votre question. On a souvent ces questions d'autres branches industrielles où ils demandent globalement, vos collègues industriels, ils demandent une stabilité légistique, hein. On voit bien sur toute l'application des normes, on peut prendre ça sur les normes du plastique, dans l'industrie, sur tout un tas de choses. En fait, les normes changent tellement souvent, c'est qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que l'industriel derrière doit modifier ses process de fabrication et autres, et que ce n'est pas en un mois qu'on peut changer tout ça. Sur ce qui vous est arrivé, je connais parfaitement le sujet puisque je suis orateur pour le PLFSS et que j'ai eu de nombreuses discussions avec le LEM sur ce sujet. Il faut remettre tout dans le contexte et vous aurez la réponse à votre question. On commence à parler de pénurie de médicaments, on est en plein problème d'approvisionnement de l'amoxicilline notamment. Chez moi, c'est le paracétamol, puisqu'on va relocaliser dans ma circonscription 60% des besoins européens du paracétamol. Et en fait, il commence à avoir ces problématiques de pénurie. Tout le monde laisse à dire que ça va être une solution européenne, mais il y a des mesurettes qui sont faites. Déjà, il y a le rapport Borne qui est demandé, et que globalement, pour que finalement, il n'y ait pas trop de brouhaha lors du PLFSS, donc 2024, on débranche de temps en temps des prises. Le LEM est une grosse prise. Elle a été débranchée par le rapport Borne et avec la mesure que vous avez évoquée. Mais il n'y a pas de mesure de fond. Et surtout, donc, tout ce qu'on vient de dire, vous le retrouvez aussi dans le secteur industriel, c'est que de PLFSS en PLFSS, la clause de sauvegarde et la variable d'ajustement financière du PLFSS, on tape en général sur deux choses qui sont assez faciles, les actes de biologie et le prix du médicament. Moi, j'ai proposé, sous forme d'amendement, des choses plus subtiles pour garantir la souveraineté. Pour moi, par exemple, un produit qui est fabriqué en Asie ou qui est fabriqué en Europe ou qui est fabriqué en France ne devrait pas être taxé de la même façon par la clause de sauvegarde. Donc, j'avais fait des propositions de différenciation parce que finalement, quand vous produisez en France, vous avez le même niveau d'incompétitivité qu'une molécule qui arrive d'Asie. Donc, vous n'avez plus aucune raison d'être souverain et d'investir dans votre outil productif, puisque vous pouvez aussi vous faire livrer la molécule et uniquement mettre la galénique autour. Donc, tout ça a été complètement balayé d'un revers de main, parce que là aussi, pas le temps, il faut rentrer dans le tableau Excel du PLFSS, et qu'on ne peut pas, et que vu qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, on touche que les variables d'ajustement, et le médicament en fait partie. Donc, on a eu une politique effroyable ces dernières années sur le médicament. La France est un des pays d'Europe qui paye le plus mal ces médicaments, donc il ne faut pas s'étonner que quand les marchés se tendent, ce n'est pas la France qui est approvisionnée en premier. Après, il y a des enjeux de pouvoir sans fin avec la dispensation à l'unité ou pas entre les officines, entre les laboratoires. Dans certains pays, c'est possible, dans d'autres pays, ce n'est pas possible. La traçabilité, enfin, les problématiques sont multiples et variées. Les AMM ne sont pas européennes. Chaque AMM dépend de son pays d'origine. Donc, quand vous avez un défaut de médicaments dans tel pays, vous ne pouvez pas prendre les boîtes de tel pays pour tel autre pays parce que les notices ne sont pas les mêmes dans les boîtes, parce que l'AMM n'est pas la même. Donc, voyons si le HTI européen, qui est la nouvelle norme qui va se mettre en place de réglementation, va pouvoir régler toutes ces conditions. J'étais hier encore avec l'HAS qui était très inquiet de cette nouvelle mise en place qui va être très chronophage et qui va être encore une suradministration. Et est-ce qu'on a les moyens de financer encore cette suradministration pour répondre à cet enjeu qui est clairement européen, mais qui va être aussi très chronophage et qui va coûter aussi cher. Donc, on a un vrai problème sur l'industrie du médicament. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de vous taper dessus parce qu'on commence à voir que la France n'est plus le terreau de l'innovation pour les médicaments et qu'on voit beaucoup d'entreprises du médicament qui ne s'installent plus ou alors elles développent leur innovation ailleurs où le terreau est plus propice, notamment par exemple l'Espagne qui accueille beaucoup d'entreprises
en ce moment de la filière santé pour tout un tas de raisons, des autorisations de mise sur le marché plus rapides, des ASMR plus rapides. Enfin, voilà, la compétitivité au niveau des normes de la France pour l'industrie du médicament n'est pas la meilleure actuellement en Europe et ça joue beaucoup sur l'installation des entreprises du médicament. Et c'est dommage parce que ça participe à la désindustrialisation du pays. Ça ne va pas dans le sens de la souveraineté sanitaire, qui est pourtant un des grands enseignements qu'il faudrait tirer de la crise Covid. Et on ne voit pas trop les choses qui sont faites pour améliorer tout ça. Bien, voilà un cafénil rafraîchissant. On arrive à la fin. Yannick, merci de ce partage de constats et de points de vue qui, je crois, le consensus, il est là. Le consensus, il est au cafénil. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est dans une situation à l'heure actuelle où si on ne trouve pas des solutions en commun, on n'y arrivera pas. Si on n'allège pas le système de l'État, on n'y arrivera pas. Si on n'a pas un peu de cohérence dans les actions, on n'y arrivera pas. J'ai demandé à Clémence justement de mettre la tribune qu'on avait fait avec les électrons, qui est un think tank que nous animons et que nous avons créé. Et justement sur cette espèce d'incohérence des différentes politiques et surtout des différentes temporalités qui peuvent exister. Je crois que ce constat, enfin j'espère que ce constat est de plus en plus partagé. Je sais, mais je suis un peu comme vous, je ne sais pas véritablement comment on va se sortir de tout ça, quoi. On est vraiment coincé dans une situation qui est une situation où on a l'impression que tout est bloqué parce que, en particulier sur le plan administratif, on nous dit tout va bien, on va penser à autre chose, vous en faites pas, on va s'en occuper, avec des solutions qui sont de plus en plus hors sol. Et au bout du compte, enfin, j'en tire un constat qui est partagé avec le vôtre, mais qui est assez pessimiste, je dois reconnaître. J'espère que les choses iront mieux dans les prochaines années, mais là, on est quand même un peu dans une période charnière et il va falloir qu'on trouve des solutions. Alors, le prochain Café Nil, il a lieu le 15 mai et on a demandé à Bruno Lina et à Gaëtan Gavazzi de nous faire un point sur la politique vaccinale, parce que c'est un sujet chez Nil dont on s'occupe beaucoup. D'abord, on se permet de faire de la lutte contre les antivax. On est assez content d'ailleurs de ce qui se passe avec le procès en diffamation qu'a fait Karine Lacombe. Et puis de voir qu'un certain nombre de mesures commencent à prendre, en particulier sur le plan de la méningite. On a une recommandation de la CTV, du comité technique de la vaccination, qui est plutôt de bonne qualité, même de très bonne qualité. Mais encore une fois, la politique vaccinale, c'est quelque chose en France qui nécessiterait très certainement une mobilisation générale pour faire en sorte qu'on puisse éviter un certain nombre de pathologies, et en particulier les conséquences dramatiques de ces pathologies. Je pense bien entendu à la méningite, mais il y en a d'autres. Et puis quand on regarde ça à l'aune du One Health, on s'aperçoit que les maladies vectorielles à l'heure actuelle qui sont véhiculées par les nouveaux vecteurs commencent à devenir très graves. On a des passages entre la santé animale et la santé humaine qui deviennent gravissimes, avec un certain nombre de contaminations, même sur le territoire national, que ce soit la dengue, que ce soit la maladie hémorragique épizootique. On a un nouveau cas d'agriculteur qui vient de se déclarer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir, et la politique vaccinale est quelque chose qui sera à notre agenda dans les prochaines semaines. Un mot de conclusion? Écoutez, merci à tous. Je ne voudrais pas vous avoir quand même fait tous déprimer, hein. C'est-à-dire que moi, vous m'avez demandé mon regard, donc j'essaie de donner un regard le plus juste possible.
attention, moi je reste quand même très motivé. Je pense qu'il y a une volonté, il y a une possibilité, là où il y a une volonté, il y a un chemin pour réformer tout ça. Je pense qu'au contraire, moi je ne vais pas baisser la garde du tout. Je pense qu'il y a de nombreux combats qui vont arriver très vite. Le futur PLFSS sera le prochain combat important. On va passer par la loi fin de vie d'abord, puis ensuite le PLFSS. Moi je garde ma motivation intacte et je pense qu'effectivement il y a de la place pour un grand projet et un grand programme. Et surtout, moi, je ne me résous pas à être contemplatif de cette décroissance qui ne pourrait amener qu'à installer un pouvoir populiste au pouvoir en 2027. Et moi, je pense qu'il y a une troisième voie possible. Je pense que le système, là, est à bout de souffle, qu'il faut le changer. Voilà, je le dis clairement, je n'attends plus rien de ce système en place. Il va continuer malheureusement à se dégrader. Je ne vois pas ce qui pourrait malheureusement le remettre sur pied. Mais d'un côté, je pense qu'il y a une troisième voie possible et qu'on ne peut pas laisser la place au populisme qui, par ailleurs, ne réglera aucun de ces sujets. C'est ça aussi que je veux dire. Je vois bien, il y a certains, on ne va pas rouvrir les débats, mais il y a beaucoup de mesures qui sont très politique à très court termiste pour gagner les municipales, pour gagner les européennes, pour gagner. On fait des promesses, on promet tout, mais ça ne conduit pas à des politiques de plus longue haleine, responsables, qui permettent d'être un parti de gouvernement. Donc moi, je crois à cette possibilité de changement, d'évolution. En tout cas, c'est ce qui va m'animer dans les semaines, les mois et les années qui viennent, mais je ne lâcherai rien jusqu'en 2027. Eh bien, écoutez, voilà une belle conclusion, pleine d'espoir, et on va vous suivre justement. On va regarder vos actions et faire en sorte que voilà, on puisse bâtir quelque chose demain qui soit quelque chose de positif. On a un très beau système. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Merci encore. Merci à tous d'avoir été présents ce matin. Et à très vite pour le prochain Café Nil. Au revoir. Au revoir.